Le silence tomba, aussi soudain et lourd qu'un rideau de velours. Une seconde plus tôt, la salle des Cèdres, au cœur de Lyon, baignait dans un murmure joyeux, un cliquetis de coupes de champagne et les notes délicates d'un quatuor à cordes. Maintenant, le son semblait avoir été aspiré hors de la pièce, laissant place à une tension palpable, électrique. Tous les regards, comme des centaines d'aiguilles de glace, se tournèrent vers l'autel improvisé où le temps venait de se figer. Élise Moreau sentit la dentelle de son corsage trembler contre sa peau. Ce n'était pas un frisson d'excitation, mais une secousse de pure incrédulité. Ses doigts, crispés sur le bouquet de pivoine et de gypsophile, devinrent moites. Le blanc immaculé de sa robe, qui lui avait paru un symbole de promesse quelques minutes auparavant, lui semblait maintenant un linceul de pureté souillée. Elle leva les yeux vers Antoine de la Cour, l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser, l'homme dont le sourire, habituellement si rassurant, s'était tordu en une grimace étrange, un rictus cruel. Et puis, devant les 300 invités, devant sa propre famille pétrifiée, devant le maire qui attendait le oui fatidique, Antoine fit une chose impensable. Il leva une main, pointa un doigt accusateur vers Élise, et il rit. Ce n'était pas un rire franc, joyeux. C'était un son sec, méprisant, un éclat de verre brisé qui déchira le silence, un rire qui ne cherchait pas à amuser, mais à détruire. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les visages des invités devinrent un flou indistinct de couleurs froides, des nuances de bleu marine et d'argent qui se fondaient dans le décor opulent du salon. Elle était une tache de chaleur, une anomalie dans cette fresque glaciale. Elle, la simple professeure de lettres, fille d'un artisan horloger dont la boutique modeste sentait le bois et le métal, avait toujours su qu'elle pénétrait dans un monde qui n'était pas le sien. Antoine, héritier d'une dynastie de soyeux Lyonnais, évoluait dans ce milieu comme un poisson dans l'eau. Il était né avec une assurance que rien ne semblait pouvoir ébranler, toujours entouré d'une cour d'admirateurs complaisants. Il lui avait promis qu'elle n'aurait jamais à s'inquiéter de ses différences, que son amour serait un pont entre leurs deux mondes. Ce pont venait de s'effondrer dans un fracas silencieux. Le rire d'Antoine s'éteignit, mais le mépris dans ses yeux s'intensifia. Il se tourna légèrement vers sa mère, Geneviève de la Cour, qui se tenait au premier rang. Une femme à la posture impeccable, au chignon si serré qu'il semblait tirer sur les commissures de ses lèvres, les figeant dans un sourire perpétuellement condescendant. C'était elle. Quelques instants plus tôt, alors que la musique atteignait son crescendo, elle s'était penchée vers son fils. Élise avait vu le mouvement, un murmure discret, un souffle empoisonné à l'oreille du marié. Elle n'y avait pas prêté attention, pensant à une dernière recommandation affectueuse. Elle comprenait maintenant que c'était le sifflement du serpent. Antoine fit un pas en arrière, se détachant d'Élise, comme si elle était contagieuse. Il bomba le torse, ajusta son col, et sa voix résonna, claire et tranchante, dans la salle qui retenait son souffle. « Je ne peux pas épouser une femme qui dissimule son passé. » La phrase explosa dans l'air, chaque mot une détonation. Dissimule son passé. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le passé d'Élise était un livre ouvert. Une enfance simple, des études brillantes, la perte de son père 5 ans plus tôt, un deuil qui laissait encore une cicatrice douce amère sur son cœur. Il n'y avait pas de secret honteux, pas de squelette dans le placard. Elle regarda Antoine, cherchant une lueur de raison, une explication à cette folie soudaine. Elle ne trouva qu'un masque d'arrogance et de déception calculée. Comme sur un signal, Geneviève s'avança. Avec une grâce théâtrale, elle ouvrit un mince dossier en cuir qu'elle tenait à la main. Un dossier qu'Élise n'avait jamais vu. « Mon fils a simplement découvert la vérité, ma chère, » dit-elle, sa voix mielleuse contrastant avec la cruauté de la situation. Elle fit mine de s'adresser à l'Assemblée, feignant le regret. « Nous avons appris des choses troublantes sur la situation réelle de la famille Moreau. » Et on me l'exhiba des documents, des photocopies de relevés bancaires, des lettres à en-tête. Les chiffres et les mots étaient trop lointains pour qu'Élise puisse les lire, mais elle sentit une vague de nausée la submerger. Geneviève n'avait pas besoin de donner les détails. Le simple fait de brandir ces papiers était une accusation en soi. Des dettes, Élise?
Des dettes considérables laissées par ton père, cachées sous le tapis, lança Antoine, son ton devenant accusateur, comme celui d'un procureur devant un jury déjà conquis. Tu pensais nous épouser pour te sauver, pour sauver ta famille de la faillite? C'est ça, le grand amour que tu me vantais? Des murmures parcoururent la salle. Les risées, d'abord timides, se firent plus audibles. Les amis d'Antoine, des jeunes hommes et des jeunes femmes au sourire carnassier, ne se cachaient même pas. Ils la dévisageaient, un mélange de pitié et de jubilation dans le regard. C'était donc ça. La petite professeure Cendrillon n'était en fait qu'une croqueuse de diamants. L'humiliation était un poison qui se propageait dans ses veines, brûlant, glaçant. C'était public, c'était total, c'était orchestré. « Non !» parvint-elle à articuler. La voix brisée, un fil de son à peine audible. « Ce n'est pas vrai. Ces dettes, elles existaient, mais mon père a tout réglé avant de partir. » Personne ne l'écoutait. Ces mots se perdirent dans l'acoustique parfaite du salon, aussi insignifiant qu'une feuille morte dans un ouragan. Geneviève referma son dossier avec un claquement sec, le son d'un verdict final. Antoine la regardait sans ciller, le visage fermé, inaccessible. Cet homme qui, la veille encore, lui jurait qu'elle était son encre, sa vérité, la traitait maintenant comme une étrangère, une criminelle. Les larmes qu'elle avait réussi à contenir montèrent, brouillant sa vue. Les pivoines de son bouquet semblèrent se flétrir dans ses mains. Le parfum, autrefois si doux, lui parut soudain écœurant. Lentement, ses doigts se desserrèrent. Le bouquet tomba sur le sol de marbre, avec un bruit mat et pathétique. Un cercle de pétales roses et blancs se dispersa autour de ses chaussures de satin, le symbole de son amour, brisé à ses pieds. Le bruit mat du bouquet sur le marbre sembla résonner dans une éternité de silence. Personne ne bougea. C'était comme si l'onde de choc de sa chute avait pétrifié l'assemblée, transformant les invités en statues de cire dans un musée de l'horreur mondaine. Pour Élise, le monde reprit son cours avec une clarté douloureuse. La brume de l'incrédulité se dissipa, laissant place à une lucidité tranchante, comme une lame de rasoir. Chaque détail de la scène s'imprima dans sa mémoire avec une précision cruelle. Elle releva lentement la tête, non plus pour implorer Antoine, mais pour affronter le tribunal silencieux qui la jugeait. Les visages n'étaient plus un flou impressionniste. Elle pouvait distinguer l'expression de chacun. Il y avait la pitié condescendante de la vieille Madame Dubois, une amie de la famille de la cour, qui secouait imperceptiblement la tête en pinçant les lèvres. Il y avait la curiosité morbide des cousins éloignés d'Antoine, qui échangeaient des regards entendus et des sourires à peine dissimulés. Il y avait surtout l'indifférence glaciale de ceux qui ne la connaissaient pas, pour qui elle n'était qu'un spectacle imprévu, le drame croustillant d'un après-midi d'automne. Son regard se porta sur sa propre famille, reléguée au troisième rang, comme un aveu de leur statut inférieur dans cette union. Sa mère, Sylvie, avait une main plaquée sur sa bouche, ses yeux écarquillés noyés de larmes silencieuses. La honte et la peine se lisaient sur son visage, une double souffrance, celle de voir sa fille humiliée et celle de se sentir impuissante. À côté d'elle, son frère aîné, Luc, était rouge de fureur. Ses poings étaient serrés, ses mâchoires contractées. Élise savait qu'il se retenait de bondir, de hurler, de défendre son honneur, mais qu'il était paralysé par le poids des convenances, par la conscience écrasante qu'un esclandre ne ferait qu'aggraver la situation. Leur impuissance était le reflet de la sienne. Enfin, elle osa regarder à nouveau Antoine. Il n'avait pas bougé. Il se tenait là, droit et impassible, comme un empereur romain ayant tout juste condamné un gladiateur du pouce. Son visage, qu'elle avait tant aimé pour ses expressions franches et sa chaleur, était devenu une forteresse impénétrable. À ses côtés, Geneviève savourait sa victoire. Un léger sourire triomphant étirait ses lèvres fines. Elle avait gagné. Elle avait protégé la lignée des Delacour d'une alliance qu'elle jugeait indigne. Élise comprit alors l'inutilité de ses paroles. Expliquer, se défendre, supplier, tout cela ne ferait que la rabaisser davantage. Elle ne leur offrirait pas ce plaisir. Dans les profondeurs de son désespoir, une étincelle de fierté, qu'elle croyait éteinte, jaillit. Il lui avait pris son mariage, son honneur, sa réputation.
Il ne lui prendrait pas sa dignité. Avec une lenteur calculée, elle se tourna. Elle fit dos à l'autel, à l'homme qu'elle avait failli épouser et à sa mère venimeuse. Elle fit face à la longue allée centrale qu'elle avait remontée quelques minutes plus tôt au bras de son frère, le cœur vibrant d'espoir. Le chemin du retour serait le plus long de sa vie. Le premier pas fut le plus difficile. Le bruissement de sa robe sur le sol poli fut le seul son dans la salle. Un son ample, solitaire. Chaque pas était une éternité. Elle sentait le poids des regards sur son dos, une pression physique écrasante. Elle s'attendait à des chuchotements, des ricanements ouverts, mais le silence persista, plus lourd et plus accusateur que n'importe quel bruit. Il la laissait marcher, la regardait s'enfoncer dans sa honte. Elle garda la tête haute, elle fixa les immenses portes en chêne au fond de la salle, sa seule porte de sortie, son unique salut. Elle refusait de laisser ses larmes couler. Pas ici, pas devant eux. Elle se concentrait sur sa respiration, sur le mouvement mécanique de ses jambes, engourdies sous les couches de tulle et de satin. La magnifique robe de mariée, qui avait coûté des mois d'économie, lui semblait maintenant un costume d'infamie, un fardeau qu'elle devait traîner jusqu'à la sortie. Elle passa devant les rangs d'invités. Des visages se détournaient à son approche, comme si sa peine était contagieuse. D'autres la fixaient avec une intensité malsaine. Elle croisa le regard du photographe, son appareil suspendu à son cou, l'air désemparé, ne sachant s'il devait immortaliser cette retraite tragique. Elle dépassa le quatuor à cordes, leurs archers immobiles sur leurs instruments, les musiciens la regardant avec une compassion sincère mais inutile. Enfin, après ce qui lui parut une vie entière, ses doigts gantés de blanc touchèrent le bois froid des portes. Elle n'eut pas besoin de pousser. Les deux lourds battants s'ouvrirent doucement vers l'extérieur. Derrière, il n'y avait que le couloir vide du grand hall, faiblement éclairé par des appliques murales. Un espace neutre, silencieux, loin du cirque cruel qu'elle venait de quitter. Elle franchit le seuil sans se retourner. Les portes se refermèrent derrière elle avec un bruit doux et feutré, étouffant les murmures qui commençaient enfin à s'élever dans la salle. Le son final d'un chapitre de sa vie qui se clôturait de la manière la plus brutale qui soit. Seul dans le couloir, le silence devint son seul compagnon. L'adrénaline qui l'avait soutenu durant sa longue marche commença à refluer et un tremblement incontrôlable s'empara de tout son corps. C'est à ce moment-là qu'elle s'autorisa enfin à sentir l'immensité de sa douleur. Le masque de dignité, si courageusement maintenu, se brisa en 1000 morceaux dès que le son des portes se fut tu. Le couloir, long boyau de marbre et de silence, devint le témoin de son effondrement. Élise s'adossa au mur froid, sa paume plaquée contre la pierre polie, comme pour y trouver un soutien inexistant. Ses genoux cédèrent, et elle glissa lentement vers le sol, le volume de sa robe s'étalant autour d'elle en une flaque de satin froissé. L'air, si rare dans ses poumons quelques instants plus tôt, lui manqua complètement. Un sanglot, rauque et profond, s'échappa de sa gorge, suivi d'un autre, puis d'un autre, jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué de spasmes irrépressibles. Les larmes, brûlantes, traçaient des sillons sur son maquillage soigneusement appliqué. Le corset qui enserrait sa taille lui parut soudain une cage de fer, chaque respiration une torture. Elle n'était plus Élise Moreau, la future Madame de la Cour, dans un rêve éveillé. Elle était redevenue la petite fille qui avait pleuré dans le silence de sa chambre à la mort de son père, submergée par un sentiment d'injustice si vaste qu'il menaçait de l'engloutir. Les accusations d'Antoine n'étaient pas seulement une humiliation, elles étaient une profanation de la mémoire de cet homme, Jean-Luc Moreau, dont l'honnêteté et la droiture avaient été le pilier de leur vie. Comment osait-il? Comment Antoine, qui avait semblé comprendre la profondeur de son deuil et respecter l'héritage moral de son père, pouvait-il cracher sur sa tombe avec une telle désinvolture? Elle était si absorbée par sa douleur qu'elle n'entendit pas les pas discrets qui s'approchaient. Ce ne fut qu'en percevant une ombre s'étendre à ses pieds qu'elle releva la tête, les yeux rougis et gonflés. Un homme se tenait devant elle, à une distance respectueuse. Il devait avoir une 50aine d'années.
Son visage était marqué de fines rides autour des yeux, témoignant d'une vie d'observation. Il portait l'uniforme sobre du personnel de la salle, une veste sombre et un pantalon impeccable. Il n'y avait dans son regard ni pitié, ni curiosité malsaine, mais une sorte de gravité compatissante. « Madame !» Sa voix était douce, posée. « Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Mathieu Girard. Je suis le régisseur de cet établissement. Vous allez bien ?» La question, bien que simple et polie, parut absurde à Élise. Allait-elle bien? Était-ce une plaisanterie? Elle se recroquevilla davantage sur elle-même. « Laissez-moi » murmura-t-elle d'une voix étranglée par les larmes. « S'il vous plaît, laissez-moi seule. » Elle s'attendait à ce qu'il insiste, ou pire, à ce qu'il la somme de quitter les lieux. Elle était maintenant un élément perturbateur, une mariée abandonnée qui gâchait le décor. L'homme ne bougea pas. Il attendit un instant, puis reprit d'un ton encore plus bas. « Je ne veux pas être indiscret, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, cela m'a rappelé quelque chose. Votre nom de famille, Moreau, ce n'est pas un nom si courant. » Élise leva un regard méfiant. Que voulait-il? Lui rappeler qu'elle était la fille d'un homme endetté comme pour enfoncer le clou? « Pardonnez-moi si je me trompe, » continua Mathieu en la regardant droit dans les yeux. « Mais seriez-vous la fille de Jean-Luc Moreau, l'horloger de la rue de la Lanterne ?» Le nom de son père, prononcé par cet inconnu, eut l'effet d'un électrochoc. Elle cessa de pleurer, sa respiration suspendue. Comment le connaissait-il? « Oui, » répondit-elle méfiante, « c'était mon père. » « Pourquoi ?» Mathieu Girard esquissa un mince sourire triste. « Je le savais. J'ai reconnu votre regard, le même regard droit et honnête. Voyez-vous, madame, avant de gérer ce lieu, j'ai travaillé pendant près de 20 ans au Crédit Lyonnais. J'étais gestionnaire de compte, et le compte de votre père, je m'en suis personnellement occupé pendant ces dernières années. » Élise le dévisagea, abasourdie. Le monde, qui venait de s'écrouler, semblait se recomposer de manière étrange, improbable. Un employé de la banque de son père. Ici, c'était une coïncidence trop énorme pour être vraie. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Les documents que la mère de votre... que Madame de la Cour a brandis devant tout le monde, » expliqua Mathieu, son visage se durcissant légèrement. « J'étais près de l'entrée de service, j'ai tout vu, tout entendu. Les chiffres, les en-têtes des lettres, je connais ces dossiers par cœur. Et je peux vous affirmer une chose, ce qu'elle a montré est une manipulation. » Le mot flotta dans l'air du couloir. Manipulation. « Ce sont des copies, n'est-ce pas ?» demanda-t-il comme s'il avait besoin de sa confirmation. Élise hocha la tête, incapable de parler. « C'est ce que je pensais. Ce sont des extraits sortis de leur contexte et probablement modifiés. Oui, votre père a eu des dettes considérables après l'incendie de son premier atelier. C'est vrai. Mais ce que ces papiers omettent de dire, et ce dont je suis le témoin direct, c'est qu'il a remboursé jusqu'au dernier centime, avec un acharnement et une dignité qui forçaient le respect. Il a soldé la totalité de ses emprunts 3 mois avant son décès. » Une lueur d'espoir, fragile et tremblotante comme la flamme d'une bougie, naquit dans le cœur d'Élise. Cet homme ne mentait pas. Les détails étaient trop précis. La mention de l'incendie de l'atelier, un drame familial qu'ils avaient presque oublié, était la preuve de son authenticité. Mais pourquoi dirait-il le contraire? Pourquoi faire une chose pareille? Mathieu soupira. « Pour ça, je n'ai pas la réponse, mais je sais comment rétablir la vérité. Votre père était un homme méticuleux. À chaque remboursement important, il exigeait des quittances originales et des copies certifiées conformes. Après sa mort, sachant que la succession pouvait être compliquée, j'ai conservé des doubles de sécurité des documents les plus importants dans mes archives personnelles, par simple précaution professionnelle. Je ne pensais jamais avoir à m'en servir. » Il s'interrompit, laissant la portée de ses paroles s'installer. Il avait les preuves, les vraies. Il tendit une main vers Élise, non pour la toucher, mais dans un geste d'offre, de soutien. « Élise, c'est votre prénom, n'est-ce pas? Il n'est peut-être pas trop tard. Si vous en avez le courage, nous pouvons retourner dans cette salle, et nous leur montrerons la vérité. » La proposition de Mathieu Girard suspendit le temps. « Retourner dans cette salle? Affronter à nouveau la meute?
Le rictus de Geneviève? Le masque de glace d'Antoine? La première réaction d'Élise fut un refus viscéral, un recul de tout son être. Son corps hurlait « Fuis, cache-toi ». Laisse-les à leurs mensonges et à leur cruauté. Partir loin, lécher ses plaies en silence, c'était la solution la plus simple, la moins douloureuse. L'idée de se soumettre une seconde fois au jugement de ses 300 pères dieux la terrifiait. Qu'allait-elle gagner? Même si elle prouvait son innocence, la magie était rompue, le rêve anéanti. Le mariage était mort avant même d'avoir commencé. Elle baissa les yeux vers ses mains, gantées de dentelle immaculée désormais légèrement salie par la poussière du sol. Elle tremblait toujours. Mais cette fois, une autre émotion se mêlait à la douleur et à l'humiliation. La colère, une colère sourde, profonde, qui montait du plus profond de ses entrailles. Ce n'était plus seulement son honneur qui était en jeu, c'était celui de son père. Jean-Luc Moreau avait consacré sa vie à son art et à sa famille, avec une intégrité qui confinait à l'obstination. Il avait travaillé jour et nuit après l'incendie, sacrifiant sa santé, renonçant à tout superflu, pour effacer la tâche de la dette et laisser à ses enfants un nom propre et respecté. Laisser les Delacour souiller sa mémoire de la sorte, c'était le trahir. C'était permettre qu'une version fausse et infamante de son histoire devienne la vérité officielle aux yeux de tous. Elle pensa à sa mère, à son frère. Elle ne pouvait pas les laisser vivre avec cette honte, ce mensonge collé à leur nom. La peur était immense, paralysante, mais la colère le devenait plus encore. C'était un carburant inattendu qui ravivait la flamme de sa combativité. Elle releva la tête vers Mathieu, et pour la première fois, il ne vit plus une victime brisée, mais une femme dont le regard s'était durci, chargé d'une détermination nouvelle. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Vous avez vraiment ces documents ?» Ici, Mathieu hocha la tête avec une assurance calme. « Je les ai dans mon bureau, à quelques mètres d'ici. C'est une habitude de vieux banquier, je ne jette jamais rien d'important. J'y ai même l'original du certificat de solde de tout compte émis par la banque, avec la signature du directeur de l'époque. Il n'y a aucune contestation possible. » « Non, alors allons-y, » dit Élise en s'appuyant sur le mur pour se relever. La lourde robe était un obstacle, mais elle parvint à se remettre debout, chancelante mais résolue. Ses jambes étaient faibles, mais sa colonne vertébrale semblait s'être raidie. « Montrons-leur » Mathieu lui adressa un regard empli de respect. « Suivez-moi, mon bureau est juste au bout de ce couloir. » Il lui tourna le dos et marcha d'un pas rapide. Élise le suivit, le bruissement de sa robe résonnant comme un cri de guerre silencieux dans le couloir désert. Chaque pas la rapprochait d'une nouvelle confrontation, mais elle ne se sentait plus seule. Ce parfait inconnu, sorti de nulle part comme un ange gardien improbable, venait de lui tendre une épée. Elle ne savait pas encore si elle aurait la force de s'en servir, mais la simple sensation de son poids dans sa main la changeait déjà. Le bureau de Mathieu était une petite pièce fonctionnelle, sobrement meublée, remplie de classeurs et d'écrans de contrôle pour la gestion du bâtiment. Une odeur de papier et de café froid y flottait. Sans un mot, il se dirigea vers un grand classeur métallique à l'épreuve du feu. Il tourna une clé, ouvrit un tiroir qui coulissa dans un grincement sonore et se mit à fouiller parmi des dizaines de chemises cartonnées. Pendant ces quelques minutes, qui parurent à Élise une éternité, le doute tenta de s'insinuer à nouveau. Et s'il se trompait? S'il ne trouvait pas les documents? Et même s'il les trouvait, qui l'écouterait? Ils avaient déjà rendu leur verdict. Ne ferait-elle pas que s'enfoncer davantage dans le ridicule, en revenant flanquer du régisseur des lieux pour plaider sa cause? La voix perfide du désespoir murmurait à son oreille, essayant de la convaincre de tout abandonner. Elle la repoussa en se concentrant sur le visage de son père, tel qu'il était dans ses souvenirs, souriant, ses yeux pétillants de fierté le jour de sa remise de diplôme. Pour lui, elle devait le faire pour lui. Ah, voilà! La voix de Mathieu la tira de ses pensées. Il tenait dans ses mains une pochette en plastique transparente contenant une liasse de papier jauni par le temps, mais parfaitement conservée. Il les posa délicatement sur son bureau. Relevé, quittance et le fameux certificat. Tout est là. Élise s'approcha. Elle reconnut instantanément l'écriture nerveuse mais élégante de son père sur certaines marges. Les chiffres, les dates, les signatures. C'était la vérité.
la preuve tangible et irréfutable de son honnêteté. Elle sentit une nouvelle vague de larmes monter, mais celles-ci n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement et d'une rage froide et pure. Mathieu la regarda. « Je n'interviendrai que si vous le souhaitez. Ce n'est pas ma place. Mais si vous avez besoin de moi pour authentifier ces pièces, je le ferai sans hésiter. Je suis prêt à témoigner devant tout le monde que j'ai personnellement géré cette procédure. » Élise prit la pochette plastique dans ses mains. Le contact du papier, à travers la fine membrane, était presque électrique. C'était son héritage. Ce n'était pas de l'argent ou des biens, mais quelque chose de bien plus précieux, une réputation bâtie sur le labeur et l'intégrité. Elle respira profondément, remplissant ses poumons d'un air nouveau, chargé de courage. « Vous n'aurez pas à parler, monsieur Girard, sauf s'il m'y force, mais je veux que vous soyez à mes côtés, pour que je ne sois pas seul. Je serai juste derrière vous, » répondit-il avec une simplicité qui la toucha profondément. Elle se tourna vers la porte du bureau, puis vers le long couloir qui menait à la salle des cèdres, le chemin du retour. Mais cette fois, elle n'allait pas reculer, elle allait avancer, avec la vérité comme seule armure et la mémoire de son père comme étendard. Le retour vers la salle des cèdres fut une expérience surréaliste. Élise avait l'impression de traverser une frontière invisible, de quitter le royaume des ombres pour retourner dans l'arène. Le couloir qui, quelques minutes plus tôt, lui avait semblé un chemin de croix sans fin, se déroulait maintenant sous ses pas avec une urgence nouvelle. La lourdeur de sa robe ne la gênait plus. Elle avait l'impression de flotter, portée par un courant de force insoupçonné. Mathieu Girard marchait à un pas derrière elle, sa présence silencieuse, un rocher sur lequel elle pouvait s'appuyer. Il ne lui avait posé aucune question, ne lui avait donné aucun conseil. Il se contentait d'être là, et c'était tout ce dont elle avait besoin. En approchant des grandes portes en chêne, le bruit étouffé de la salle lui parvint de nouveau. Les murmures avaient enflé, se transformant en un brouhaha confus où les voix s'entremêlaient. L'incident était sans doute devenu le seul sujet de conversation. Il la disséquait, la jugeait, la condamnait par contumace. Une partie d'elle-même aurait voulu coller son oreille contre la porte pour essayer de comprendre ce qui se disait, mais elle rejeta l'idée. Cela n'avait plus d'importance. La seule voix qui compterait serait bientôt la sienne. Elle s'arrêta devant la double porte, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ce n'était plus la peur, mais l'appréhension du combat. Elle prit une profonde inspiration, sentant le contact rassurant de la pochette plastique qu'elle tenait fermement dans sa main. Elle n'attendit pas qu'on lui ouvre. D'un geste décidé, elle poussa les deux lourds battants. Ils s'ouvrirent dans un grincement presque théâtral, révélant la scène qu'elle avait fuie. L'effet fut instantané. Le brouhaha cessa net. Le silence retomba, plus brutal encore que la première fois. Si sa sortie avait provoqué un choc, sa rentrée tenait de l'apparition. 300 conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Des têtes se tournèrent vivement, des yeux s'écarquillèrent de stupeur. Elle était là, au seuil, la mariée bafouée, revenue de l'exil. Sa robe froissée, son maquillage légèrement abîmé par les larmes, mais sa posture était changée. Elle ne baissait plus la tête. Son regard balaya l'assemblée, sans s'attarder sur personne en particulier, les défiant du menton. La stupéfaction générale laissa place à une myriade d'expressions. L'embarras, la curiosité, un certain agacement chez certains qui voyaient le drame se prolonger. Son regard se fixa finalement sur le groupe près de l'autel. Rien n'avait vraiment bougé. Antoine se tenait au même endroit, le visage blême, discutant à voix basse avec son père. Geneviève, elle, était assise au premier rang, recevant les condoléances feintes de quelques amis, savourant son rôle de mère protectrice blessée par la trahison. Lorsqu'elle vit Élise, son visage se figea, son sourire condescendant s'évanouissant pour être remplacé par un masque d'incrédulité et d'irritation. Comment osait-elle revenir? Élise ignora les murmures qui reprenaient de plus belle et commença à remonter l'allée centrale pour la 3e fois de la journée, d'abord en fiancée pleine d'espoir, puis en paria chassée, et maintenant en accusatrice silencieuse. Le trajet lui parut moins long cette fois-ci. Elle sentait le poids des regards, mais ils ne la brûlaient plus. Elle les soutenait, les renvoyait, imposant sa présence avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas.
Mathieu la suivait à une distance respectueuse, sa présence ajoutant au mystère et à la solennité de la scène. Un simple employé du personnel accompagnant la mariée, cela décuplait la confusion de l'audience. Elle s'arrêta au centre de l'espace, à quelques mètres seulement d'Antoine et de sa mère, là où elle avait laissé tomber son bouquet. Les pétales écrasés jonchaient encore le sol, vestige d'un bonheur anéanti. Ce fut Antoine qui rompit le silence. Sa voix était chargée d'une exaspération mêlée d'un reste de cruauté. « Élise, mais qu'est-ce que tu fais? Le spectacle est terminé. N'en rajoute pas dans le pathétique, je t'en prie. Pars avec le peu de dignité qu'il te reste. »« C'est précisément pour ma dignité que je suis revenu, Antoine, » répondit-elle, sa voix claire et étonnamment calme, résonnant dans toute la salle. « Et pour la dignité de mon père. » À la mention de son père, un frisson de malaise sembla parcourir le clan de la cour. Geneviève se leva, le visage dur comme de la pierre. « Assez !» siffla-t-elle. « Nous avons été bien trop cléments. Ne nous force pas à révéler tous les détails sordides de vos finances devant nos amis et notre famille. » C'était l'ouverture qu'Élise attendait. « Les détails sordides ?» répéta-t-elle, un léger sourire ironique flottant sur ses lèvres. « Je vous en prie, Madame de la Cour, faites, mais assurez-vous au moins que vos détails soient les bons. » Sans un mot de plus, elle avança vers Geneviève. D'un geste sec, elle lui tendit la pochette plastique. « Vous avez brandi des photocopies tout à l'heure. Voici les originaux. Je vous invite à les comparer. Et à lire à haute voix le dernier document si vous en avez le courage. Celui qui porte le sceau de la banque et la mention « soldé ». Geneviève recula d'un pas, comme si les documents étaient un serpent. Elle les regarda avec mépris, refusant de les prendre. Son assurance commençait à se fissurer. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vos fabrications. Ce ne sont pas des fabrications, » intervint une voix calme mais ferme. Tous les regards se tournèrent vers Mathieu Girard, qui s'était approché. « Je suis le régisseur de cet établissement, mais j'ai été pendant 20 ans le conseiller financier de M. Jean-Luc Moreau. Je suis en mesure d'authentifier chacun de ces documents et je peux jurer, sous serment s'il le faut, que la dette de M. Moreau a été intégralement remboursée avant sa mort. Ce que Madame de la Cour vous a présenté sont des informations tronquées et mensongères. » Une onde de choc visible parcourut l'Assemblée. L'accusation était directe, sans ambiguïté. L'histoire venait de basculer. Le drame de la fiancée malhonnête se transformait en celui d'une calomnie savamment orchestrée. Le malaise changea de camp. L'intervention de Mathieu Girard fut comme un caillou jeté dans un lac gelé. L'onde de choc se propagea en cercle concentrique, fissurant la surface lisse de certitude que Geneviève de la Cour avait si soigneusement construite. Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence était absolu, un vide rempli de questions et de regards qui allaient et venaient entre le régisseur, Élise, et le clan de la Cour. On pouvait presque entendre les rouages des esprits qui tournaient, réévaluant la scène, reconsidérant le rôle de chaque protagoniste. La victime n'était peut-être pas celle qu'on croyait. Ce fut Geneviève, sentant le sol se dérober sous ses pieds, qui réagit la première. Sa panique se déguisa en indignation. Elle éclata d'un rire bref et dédaigneux, un son aussi faux qu'une note de clavecin désaccordée. « C'est absolument ridicule », lança-t-elle à la cantonade, tentant de regagner l'attention et la sympathie de l'auditoire. « Qui est cet homme ? Un employé qui cherche à se rendre intéressant. Mon fils et moi faisons confiance à nos sources, pas au témoignage d'un concierge qui prétend avoir été banquier. C'est une conspiration pour nous extorquer de l'argent. » La grossièreté de l'accusation était palpable. Attaquer le statut de Mathieu pour invalider son propos était une manœuvre désespérée, et cela se sentit dans l'Assemblée. Des murmures de désapprobation s'élevèrent discrètement. Mathieu, lui, ne se départit pas de son calme. Il ne répondit même pas directement à l'insulte. Il se contenta de s'adresser à Antoine, qui se tenait comme pétrifié, le visage exsangue. « Monsieur Delacour », commença Mathieu d'une voix posée et professionnelle, « votre mère a raison sur un point. Il ne faut pas me croire sur parole. C'est pourquoi j'invite quiconque le souhaite à appeler Monsieur Bernard Lemoine, ancien directeur de l'agence Crédit Lyonnais Bellecour, qui a personnellement contresigné le certificat de solde. Son numéro est dans l'annuaire.
Ou bien, vous pouvez simplement lire la date du document qu'Élise vous tend, 15 juin 5 ans plus tôt. La dette a été éteinte à cette date. Fin de l'histoire. Chaque mot était un coup de marteau enfonçant un clou dans le cercueil du mensonge de Geneviève. Antoine, qui jusque-là regardait la scène comme un spectateur de sa propre vie, sembla enfin émerger de sa torpeur. Lentement, comme un automate, il tendit la main et prit la pochette des mains d'Élise. Ses doigts tremblaient légèrement. Ses yeux parcoururent les documents, d'abord avec incrédulité, puis avec une horreur grandissante. Il n'était pas un expert financier, mais les signatures, les tampons officiels, le langage bancaire sans équivoque ne laissaient aucune place au doute. Sa mère lui avait menti. Elle l'avait manipulé et l'avait poussé à commettre un acte d'une cruauté indicible sur la base d'une calomnie. Il releva les yeux vers Geneviève, un regard chargé d'une question muette, un mélange de trahison et de dégoût. Voyant son fils vaciller, Geneviève tenta un dernier assaut. « Antoine, ne te laisse pas abuser, ce sont des faux. Elle l'a payé pour... »« Assez, mère, taisez-vous. » La voix d'Antoine était à peine un murmure, mais elle était si chargée d'une fureur froide qu'elle coupa net la tirade de Geneviève. Mais ce n'était pas fini. Le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Mathieu Girard, voyant qu'Antoine tenait enfin la vérité entre ses mains, jugea que le moment était venu de révéler le reste de l'histoire. Il devait honorer la mémoire de Jean-Luc Moreau dans son intégralité. « La vérité est encore plus complexe que cela, monsieur de la Cour, » reprit-il, son ton se faisant plus grave. Il se tourna pour s'adresser à toute la salle, car cette histoire ne concernait plus seulement deux familles, mais la nature même de la dignité et de la dette. « Il y a une chose que ces documents ne disent pas, mais que ma mémoire, elle, a conservée. La raison pour laquelle M. Moreau s'était endetté à ce point. Tout le monde ici connaît la réputation des Soieries de la Cour. Un empire. Mais même les empires vacillent. Vous souvenez-vous, il y a environ 8 ans, d'une crise particulièrement difficile dans le secteur du textile lyonnais, d'un contrat majeur perdu en Asie, d'investissements risqués qui ont failli entraîner plusieurs grandes maisons? Un silence perplexe lui répondit. Quelques-uns des plus anciens invités, des partenaires commerciaux des Delacour, hochèrent la tête, le souvenir de cette période difficile ravivé. Mathieu poursuivit, sa voix emplissant chaque recoin de la salle. Les Soieries de la Cour étaient au bord du dépôt de bilan, au bord du gouffre. La banque refusait de leur accorder une nouvelle ligne de crédit. Ils allaient tout perdre. Et puis, un miracle s'est produit. Un prêt à court terme, sans intérêt, d'un montant considérable, est arrivé de manière anonyme. Un apporteur de fonds providentiel et discret qui leur a permis de se maintenir à flot, de restructurer et de survivre. Ce bienfaiteur n'a jamais rien demandé en retour. Mathieu marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Il posa alors son regard sur Antoine, qui le fixait avec une intensité folle. Pour financer une partie de ce prêt salvateur, un homme a hypothéqué son atelier, contracté des dettes personnelles qu'il a mis des années à rembourser au prix de sacrifices inouïs. Il a agi en silence, par pure bonté et par respect pour une famille qu'il admirait de loin. Cet homme, ce bienfaiteur anonyme, c'était Jean-Luc Moreau, le père d'Élise. Si le premier silence avait été de stupeur, celui-ci était d'une autre nature. C'était un silence abyssal, presque sacré. L'ironie de la situation était d'une violence inouïe. La famille qu'ils accusaient d'être des chasseurs de fortune était en réalité leur sauveur secret. L'homme dont ils venaient de salir la mémoire était la seule raison pour laquelle il se tenait encore là, dans ce salon opulent, à célébrer une richesse qu'il n'aurait plus eue sans lui. La vérité, dans toute sa brutalité et sa poésie tragique, venait d'exploser au visage de tous. Et au centre de l'onde de choc se trouvait Antoine, figé, la pochette de plastique tremblant dans sa main. Il regarda Élise, non plus comme une menteuse, non plus comme une victime, mais comme l'héritière d'une noblesse de cœur dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Son arrogance, son assurance, son monde entier de certitude s'effondrèrent en un instant. Le silence qui s'ensuivit fut d'une densité presque physique. Ce n'était plus le silence choqué de l'interruption, ni le silence suspendu de l'attente.
C'était le silence des abîmes, le vide assourdissant qui suit une explosion dont l'onde de choc a tout balayé. Les paroles de Mathieu Girard restèrent en suspension dans l'air, vibrant encore d'une puissance dévastatrice, réécrivant en quelques secondes l'histoire, les rôles, les dettes et les honneurs. Chaque invité semblait retenir son souffle, de peur de briser ce moment de sidération absolue. Au centre de ce cataclysme silencieux, Antoine Delacour était immobile. La pochette de plastique contenant les documents lui semblait peser 1 tonne. Un concentré de vérité si lourd qu'il menaçait de lui briser les os. Le monde autour de lui avait perdu ses couleurs et ses sons. Il ne voyait plus les lustres en cristal, les arrangements floraux, ni les visages stupéfaits de ses amis. Il n'entendait plus les battements affolés de son propre cœur. Tout avait été aspiré dans un vortex dont l'épicentre était le visage calme et insondable d'Élise. Les mots de Mathieu résonnaient dans son crâne, en boucle. Un bienfaiteur anonyme, il a hypothéqué son atelier, par pure bonté, c'était Jean-Luc Moreau. Chaque syllabe était un clou qu'on enfonçait dans sa conscience. Des fragments de conversations passées avec son père lui revinrent en mémoire, des phrases qu'il avait écoutées distraitement à l'époque. On a eu beaucoup de chance, cette année-là, une aide providentielle tombée du ciel. Il avait toujours cru à la légende familiale d'une gestion brillante, d'un coup de génie de son père. La réalité était à la fois plus simple et infiniment plus complexe. Leur survie, leur empire, leur orgueil, tout cela reposait sur le sacrifice d'un modeste horloger. Et lui, Antoine, que venait-il de faire? Il revit la scène quelques minutes plus tôt, comme si elle était projetée sur un écran infernal au fond de ses yeux. Son doigt pointé vers Élise. Son rire, ce rire méprisant et cruel qui lui semblait maintenant monstrueux, obscène. Sa voix, pleine d'une assurance arrogante, la traitant de profiteuse. « Tu pensais nous épouser pour te sauver ?» La phrase lui revint à la gorge comme un poison. C'était lui, le profiteur. Sa famille tout entière vivait sur le fruit de la générosité d'un homme dont il venait d'insulter la fille, d'humilier publiquement la seule héritière. L'ampleur de son erreur, de sa faute morale, était si vertigineuse qu'il eut la nausée. Ses doigts se desserrèrent involontairement. La pochette de plastique lui glissa des mains. Les documents se répandirent sur le sol de marbre, venant se mêler aux pétales flétris du bouquet d'Élise. L'épreuve de la dette et de son remboursement, le symbole de l'amour brisé, tout reposait maintenant à ses pieds, un chaos de papier et de fleurs mortes, le résumé parfait de ce qu'il venait de détruire. Il releva les yeux vers sa mère. Geneviève était d'une pâleur de cire, le masque de l'indignation s'était effondré, révélant la panique nue. Elle le regardait avec des yeux suppliants, cherchant un secours qu'il ne pouvait plus lui apporter. Pour la première fois de sa vie, il la vit telle qu'elle était, non pas une femme forte protégeant sa famille, mais une femme étriquée, terrifiée à l'idée de perdre son statut, prête à détruire des vies pour préserver les apparences. Il se sentit complice de sa bassesse, et le dégoût qu'elle lui inspirait se mua en un violent mépris de lui-même. Puis, son regard retourna à Élise. Elle n'avait pas bougé. Elle se tenait là dans sa robe blanche, souillée, une expression de tristesse infinie dans les yeux. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, pas de haine, pas même de colère, juste une immense lassitude, et c'est cette absence de condamnation qui fut pour lui le coup le plus terrible. Elle ne le jugeait pas, elle le constatait. Elle voyait l'homme pitoyable qu'il était, et son silence était plus accablant que n'importe quel cri, n'importe quel reproche. Il avait voulu être son protecteur, son prince. Il n'était que son bourreau. Un bruit sec lui fit tourner la tête. À l'autre bout de la salle, près du 3e rang, la mère d'Élise, Sylvie, venait de se lever, soutenue par son fils Luc. Ils regardèrent la scène, leurs visages marqués par un mélange de peine et de fierté retrouvée. Ils ne voyaient plus en eux les membres d'une famille de classe inférieure, mais les détenteurs d'une dignité royale, une dignité qu'il avait piétinée. Le poids de la honte devint une force physique, une chape de plomb qui s'abattit sur ses épaules. Il ne pouvait plus rester debout. Il ne le méritait pas. Ses genoux semblaient se transformer en coton. Lentement, il fit un pas en avant, puis un autre, traversant les débris de papier et de fleurs.
La foule des invités s'écarta instinctivement devant lui, comme les eaux de la mer Rouge se fendant devant un maudit. Il n'entendait plus leurs murmures. Il n'y avait plus qu'Élise. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'il pouvait sentir le parfum fané des pivoines qui s'accrochaient encore à sa robe. Il chercha ses yeux, essayant d'y trouver une parcelle de l'amour qu'il avait connu, mais il n'y vit que le reflet de sa propre indignité. Les mots ne venaient pas. Il n'y avait pas de mots pour dire l'horreur de ce qu'il avait fait. Aucune excuse ne serait jamais suffisante. Alors il fit la seule chose qui lui restait. Devant les 300 invités qui le regardaient dans un silence de cathédrale, devant sa mère pétrifiée et sa famille déshonorée, Antoine de la Cour, l'héritier arrogant et sûr de lui, s'effondra. Ses genoux heurtèrent lourdement le marbre froid, et il tomba à genoux devant Élise Moreau. L'impact des genoux d'Antoine sur le marbre fut un son sec et brutal qui brisa le silence surnaturel. Ce ne fut pas un son de prière, mais de capitulation. Un son de chute, une onde de choc se propagea dans l'assistance, un frémissement collectif, le souffle coupé de 300 personnes assistant à l'effondrement d'un homme réputé incassable. Le grand, le fier Antoine de la Cour, agenouillé au milieu des débris de son mariage, la tête baissée dans une posture de pénitent médiéval. C'était une image si puissante, si contraire à tout ce qu'il représentait, qu'elle en devenait presque irréelle. Il leva lentement la tête, et ce qu'Élise vit dans ses yeux la frappa plus que n'importe quelle insulte. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de mépris, plus aucune trace du procureur glacial qui l'avait condamné. Il n'y avait qu'un abîme de honte. Ses yeux, habituellement si clairs et si assurés, étaient noyés d'une douleur si pure, si brute, qu'elle en eut le vertige. Il était nu, dépouillé de toutes ses défenses, de toutes ses certitudes. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière le masque, et il était brisé. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Pas des larmes de crocodile pour apitoyer la foule, mais des larmes lourdes, épaisses, qui semblaient arracher à son âme des années de vanité. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit d'abord. Il semblait se battre pour trouver de l'air, pour formuler les mots qui pourraient, non pas réparer, mais au moins nommer l'ampleur du désastre. Quand sa voix s'éleva enfin, ce fut un murmure rauque, brisé, qui ne porta pas plus loin que les quelques mètres qui les séparaient, mais qui, dans le silence de la salle, résonna avec la force d'un hurlement. Pardon. Le mot, si simple, était chargé du poids de toute sa faute. Il secoua la tête comme pour chasser une vision d'horreur, sans doute celle de son propre comportement. Élise, pardon. J'ai été aveugle. Un monstre. Il ferma les yeux un instant, les larmes s'écrasant sur le tissu coûteux de son pantalon. J'ai écouté le poison, et j'ai craché le venin. Sur toi, sur la mémoire de ton père. Sa voix se cassa complètement sur ces derniers mots. Il reprit son souffle dans un sanglot qui secoua ses larges épaules. Ce qu'a fait ton père, et ce que j'ai fait, moi, je ne te mérite pas. Je ne t'ai jamais mérité. La confession était totale, abjecte, sans la moindre tentative d'excuse ou d'atténuation. C'était la reddition inconditionnelle d'un homme face à sa propre indignité. Élise le regardait d'en haut, et une immense tristesse l'envahit. La colère, la rage, la soif de justice qui l'avait porté jusqu'ici s'évanouirent, remplacés par un vide glacial. Ce spectacle de désolation ne lui apportait aucune satisfaction, aucune joie vengeresse. Voir l'homme qu'elle avait aimé, même s'il venait de la trahir de la plus abjecte des manières, réduit à cet état de détresse absolue, était une vision infiniment pénible. C'était le point final tragique de leur histoire, la preuve que tout était irrémédiablement détruit. Il n'y avait plus rien à sauver. Autour d'eux, le monde recommençait à tourner. Les murmures reprirent, mais leur teneur avait changé. Ils n'étaient plus médisants, mais emplis de stupeur et d'une sorte de compassion horrifiée. Les regards n'étaient plus braqués sur Élise la menteuse, mais sur Geneviève de la Cour, la calomniatrice, désormais isolée sur son banc, figée dans une posture de défaite totale. Son mari, le vieux monsieur de la Cour, s'était levé et la regardait avec une expression de dégoût et de profonde déception. Leur empire avait peut-être été sauvé par Jean-Luc Moreau, mais leur honneur venait d'être anéanti par leur propre fils.
Sentant le jugement de la foule se retourner contre elle, Geneviève tenta un mouvement. Elle se leva et fit un pas vers son fils, la main tendue. « Antoine, relève-toi, ne te donne pas en spectacle. »« Laissez-le, Geneviève. » La voix du patriarche de la cour, habituellement si discrète, claqua comme un coup de fouet. « Vous en avez assez fait. » Elle se figea, foudroyée, comprenant qu'elle avait perdu son dernier allié. Élise détourna son regard d'Antoine. Il n'y avait plus rien à lui dire. Ses paroles ne changeraient rien, ses larmes non plus. Son acte de contrition, aussi sincère fut-il, arrivait trop tard. La blessure était trop profonde, la confiance pulvérisée. Lentement, avec la grâce d'une danseuse achevant un dernier mouvement tragique, elle se pencha. Sa main gantée survola les documents éparpillés. Elle ne les ramassa pas tous. Elle choisit un seul papier, le certificat original de solde de tout compte, le document final, celui qui portait la preuve ultime de la probité de son père. Elle le serra délicatement dans sa main. C'était ce qu'elle était venue chercher, la vérité, l'honneur, pas un mari à genoux. Elle se redressa, tenant le document contre sa poitrine comme une relique. Elle jeta un dernier regard à Antoine, toujours prostré à ses pieds. C'était un regard d'adieu. Un adieu à l'homme qu'elle avait cru connaître, à l'avenir qu'ils avaient projeté, au bonheur qu'elle avait touché du doigt. Puis, elle se tourna vers la seule personne dans cette salle qui lui avait montré une véritable bonté. « Monsieur Girard, » dit-elle, sa voix claire et posée tranchant avec le drame ambiant. « Je vous remercie. Tout est dit, maintenant. » Sans un regard en arrière, elle se tourna et commença à marcher. Pas vers la sortie précipitamment comme la première fois, mais avec une lenteur mesurée, une dignité royale. Elle ne fuyait plus. Elle quittait la scène, laissant les acteurs de cette tragédie à leurs propres démons. Son passage dans l'allée centrale fendit la foule en deux. Les invités s'écartèrent sur son passage, baissant les yeux avec un mélange de respect et de honte. Elle n'était plus la pauvre petite fiancée. Elle était Antigone, marchant seule, la tête haute, porteuse d'une loi morale supérieure à celle des hommes qui venaient de la juger. Et derrière elle, Antoine restait à genoux, seul au milieu des ruines. Le trajet pour remonter l'allée sembla durer une éternité et un instant à la fois. Les visages des invités, autrefois un tribunal hostile, étaient maintenant flous, des taches de couleur indistinctes dans sa vision périphérique. Elle n'avait plus besoin de leur approbation, ni même de leur pitié. Son attention était entièrement tournée vers la sortie, non plus comme une échappatoire, mais comme un commencement. Le bruissement de sa robe de mariée n'était plus le son de la honte, mais celui des amarres qui se rompaient, la libérant d'un port où elle n'aurait jamais dû accoster. Quand elle franchit les portes pour la dernière fois, le contraste fut saisissant. Le couloir, qui avait été le théâtre de son désespoir, lui parut maintenant un havre de paix. Le silence y était neutre, pur, lavé de tout jugement. Elle s'arrêta, prit une inspiration profonde, sentant ses poumons se remplir d'un air qui semblait enfin lui appartenir. Elle n'était pas seule. Debout près d'une colonne de marbre, sa mère et son frère l'attendaient. Ils avaient dû quitter la salle juste après elle, incapables d'en supporter davantage. Le visage de Sylvie Moreau était ravagé par les larmes, mais ses yeux brillaient d'une fierté féroce. Luc avait le visage fermé, la mâchoire encore serrée par une colère contenue, mais toute sa posture criait la protection. Personne ne parla. Sylvie s'avança simplement et prit sa fille dans ses bras. Ce ne fut pas une étreinte de consolation, mais une étreinte de retrouvailles, un étau de tendresse et de soulagement. Elle serrait Élise comme pour la reconstruire, pour recoller les morceaux que la cruauté des Delacour avait tenté de briser. Luc posa une main large et chaude sur l'épaule de sa sœur, un geste qui valait tous les discours. Dans cette étreinte silencieuse, Élise sentit enfin le poids des dernières heures fondre. La tension de son corps se relâcha, et elle se laissa aller contre sa mère, puisant dans sa chaleur une force qu'elle ne pensait plus posséder. « Ma chérie, oh ma chérie !» murmura enfin Sylvie, la voix cassée. « Je suis si fière de toi. Ton père aurait été si fier. » Luc gronda, la fureur vibrant encore dans sa voix basse. « Je vais retourner là-dedans et lui casser la figure. À lui et à sa vipère de mère. »« Non, Luc, dit doucement Élise en se détachant de sa mère.
Elle posa sa main sur le bras de son frère, le forçant à la regarder. Ses yeux étaient clairs. « Ne fais pas ça. Ce serait leur donner une importance qu'ils n'ont plus. C'est fini. Laissons-les avec leur honte. C'est un poison bien plus lent et bien plus cruel que tes poings. » Luc la dévisagea, surpris par sa sérénité, puis il hocha lentement la tête, sa colère se muant en une admiration sombre. Au même moment, Mathieu Girard sortit discrètement de la salle. Il s'approcha du petit groupe, tenant le bouquet d'Élise qu'il avait dû ramasser en partant. Il le lui tendit, non comme à une mariée, mais comme un simple hommage. « Madame Moreau », dit-il simplement. Élise prit le bouquet abîmé, son parfum presque évanoui. « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Girard. Vous m'avez rendu plus qu'un nom. Vous m'avez rendu mon père. Je n'ai fait que mon devoir de mémoire, » répondit-il avec une humilité touchante. « C'est votre père qu'il faut remercier, et votre courage. Prenez soin de vous, maintenant. » Sur ces mots, il leur adressa un bref salut de la tête et s'éloigna discrètement par un couloir de service, retournant à l'anonymat d'où il avait surgi. Un homme juste, au bon endroit, au bon moment. « Allons-nous-en d'ici, » dit Élise. Ils traversèrent le grand hall d'entrée, ignorant le personnel qui les regardait avec des yeux ronds. Dehors, l'air frais du soir de Lyon fut un baume sur sa peau échauffée. Le ciel était d'un bleu crépusculaire, parsemé des premières étoiles. Une beauté simple et indifférente au drame qui venait de se jouer. Luc alla chercher la voiture qu'il avait garée non loin. Pendant qu'ils attendaient sur le trottoir, Élise leva les yeux vers la façade illuminée du bâtiment. Elle n'y voyait plus un lieu de rêve, mais un mausolée où reposait un avenir qui n'avait jamais existé. Elle frissonna. La robe sans manches, parfaite pour la chaleur d'une salle bondée, était bien trop légère pour la fraîcheur automnale. C'était un sentiment étrange, se sentir à la fois vidé et libéré. Le chagrin de la trahison était immense, un trou béant dans sa poitrine. Mais sous ce chagrin, elle sentait poindre une sensation nouvelle, une légèreté inattendue. La pression de devoir plaire, de s'intégrer, de se montrer à la hauteur de la famille de la cour, tout ce poids qu'elle avait porté sans même en avoir conscience, venait de lui être retiré. C'était une liberté amère, une liberté née des ruines, mais c'était la sienne. La voiture de Luc s'arrêta devant elle. Il leur ouvrit la portière arrière. En s'asseyant sur la banquette, les multiples jupons de sa robe furent un obstacle encombrant. Ce costume de princesse était devenu absurde, déplacé. Une fois la portière refermée, le bruit de la ville fut atténué. Le silence dans l'habitacle était différent de celui de la salle. Ce n'était pas un silence tendu ou choqué. C'était un silence de transition, celui qui suit une tempête où l'on est trop épuisé pour parler et où l'on se contente de regarder le paysage dévasté défiler par la fenêtre, en commençant à peine à imaginer comment on va reconstruire. Le bouquet sur ses genoux, elle regarda la salle des cèdres s'éloigner dans le rétroviseur, jusqu'à n'être plus qu'un point lumineux dans la nuit. Puis, elle tourna la tête et regarda droit devant. Le voyage de retour se fit dans une hébétude quasi totale. La ville de Lyon défilait derrière les vitres, une succession de lumières brillantes et indifférentes, un spectacle animé qui semblait appartenir à une autre planète. Chaque pont illuminé sur la Saône, chaque façade haussmannienne, chaque éclat de rire provenant d'une terrasse de café était une piqûre de rappel. Le monde continuait sa course folle, ignorant le cataclysme qui venait de dévaster sa vie. Élise était assise à l'arrière, entre sa mère et le silence, la tête appuyée contre la vitre froide. Le bouquet reposait sur ses genoux, ses pivoines autrefois éclatantes, maintenant froissées et meurtries, un miroir parfait de son propre cœur. Sylvie Moreau tenait la main de sa fille, une pression douce et constante qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Luc conduisait, les yeux rivés sur la route, les mains crispées sur le volant. Son silence était plus dense que celui des deux femmes, chargé d'une fureur contenue qu'il ne parvenait pas à dissiper. Il ruminait, rejouait la scène en boucle, imaginant sans doute 100 manières différentes d'intervenir, de protéger sa sœur. L'impuissance était un poison pour cet homme d'action. Ils arrivèrent enfin dans la petite rue tranquille du quartier de la Croix-Rousse, où se trouvait l'appartement d'Élise. C'était un petit 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ancien,
un cocon de livres, de thé et de souvenirs, à des années-lumière de l'opulence glaciale de la salle des cèdres. En sortant de la voiture, l'absurdité de sa tenue la frappa de plein fouet. Cette immense robe de mariée, conçue pour un hôtel, était ridicule sur ce trottoir banal, sous la lumière orangée d'un lampadaire. Elle eut du mal à monter les escaliers étroits, les jupons s'accrochant aux marches en bois, le corset entravant sa respiration. Chaque marche était un effort, une lutte pour ramener ce corps étranger dans son propre monde. Lorsqu'elle inséra enfin la clé dans la serrure et poussa la porte, une vague de soulagement la submergea. L'odeur familière de son appartement, un mélange de vieux papiers, de cire d'abeille et de lavande, fut comme un baume. C'était son sanctuaire. Ici, elle n'était pas une mariée humiliée. Elle était juste Élise. Elle laissa tomber le bouquet sur la petite console de l'entrée sans un regard. La première chose qu'elle voulait faire, la seule chose qui lui importait, était de se débarrasser de cette robe. C'était devenu une prison de satin et de dentelle, le costume de son propre supplice. « Maman, aide-moi » murmura-t-elle, le dos tourné, désignant la longue rangée de minuscules boutons recouverts de tissu qui parcouraient son dos. Sylvie s'exécuta sans un mot. Ses doigts, agiles et patients, commencèrent à défaire un à un les boutons. Chaque bouton libéré était une petite victoire, un maillon de chaîne qui sautait. Élise sentait le corset se desserrer, l'air affluait plus librement dans ses poumons. La libération était progressive, presque douloureuse. Quand le dernier bouton fut ouvert, le lourd corsage bâilla, et la robe glissa de ses épaules pour s'effondrer à ses pieds dans un murmure soyeux. Elle resta un instant debout, en simple sous-vêtement, au milieu de cette mer de tissu blanc. Elle se sentait incroyablement légère, vulnérable, et enfin elle-même. Pendant que sa mère ramassait la robe, la pliant avec un soin presque respectueux, comme on plierait un drapeau après une défaite, Luc revint de la cuisine avec un verre d'eau. Il le lui tendit, son regard adouci par l'inquiétude. Élise but avidement, l'eau fraîche lui faisant un bien immense. « Va mettre des vêtements confortables », lui dit doucement Sylvie. « Je vais nous faire une tisane. » Élise obéit. Dans sa chambre, elle enfila un vieux pantalon de survêtement et un grand pull en laine douce qui lui appartenait depuis des années. Ces vêtements simples et usés lui parurent le plus grand des luxes. Elle s'assit sur le bord de son lit, et son regard tomba sur la seule chose qu'elle avait rapportée de ce désastre, le certificat de solde de tout compte. Elle l'avait posé sur sa table de chevet. Elle le prit, le relut, caressa du bout des doigts la signature de son père. Ce papier n'était pas seulement la preuve de son innocence, c'était son héritage, une leçon silencieuse sur ce qui importait vraiment, non pas l'argent ou le statut, mais l'honneur et l'intégrité. Elle retourna au salon, où sa mère avait déjà préparé la tisane, et où Luc avait allumé une petite lampe, créant une atmosphère douce et feutrée. Ils s'assirent tous les trois sur le canapé, serrés les uns contre les autres. La vapeur chaude et parfumée de la verveine montait des tasses. Pendant un long moment, ils restèrent là, à boire en silence. C'était un silence de deuil, mais aussi de communion. Le deuil d'un futur, d'une illusion, mais la certitude pour Élise qu'elle n'était pas seule. Jamais. « Qu'allons-nous faire ?» demanda finalement Sylvie, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « D'abord, tu vas te reposer, » répondit Luc sur un ton sans réplique, s'adressant à sa sœur. « Demain, nous nous occuperons du reste. Appelez les invités pour s'excuser du dérangement. »« Ils n'ont pas besoin de nos excuses, » l'interrompit Élise, sa voix fatiguée mais ferme. Ce sont eux qui devraient s'excuser de leur curiosité malsaine et de leur jugement hâtif. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Le trou dans sa poitrine était toujours là, béant et douloureux. L'image d'Antoine à genoux, pleurant, était gravée derrière ses paupières. L'amour qu'elle avait ressenti pour lui était en train de mourir, et c'était une agonie lente. Mais à travers la douleur, une certitude émergeait, aussi claire et froide que la nuit d'automne. Elle avait perdu un mari, mais elle s'était retrouvée. Et ce soir-là, dans le silence réconfortant de son petit appartement, entourée par l'amour indéfectible de sa famille, elle comprit que c'était peut-être la chose la plus importante. La reconstruction serait longue, mais elle se ferait sur des fondations saines.
la vérité. Le sommeil ne vint pas. La nuit fut une longue succession d'heures immobiles, passées à regarder les ombres s'allonger et se rétracter sur le plafond de sa chambre. Chaque fois qu'Élise fermait les yeux, les images de la journée défilaient en boucle, cruelles et implacables. Le rire d'Antoine, le visage triomphant de Geneviève, les regards des invités, la chute de son bouquet. Et puis, la vision finale, celle d'Antoine à genoux, son visage défait par le remords. Cette dernière image était peut-être la plus douloureuse, car elle contenait le spectre de l'homme qu'elle avait aimé, un homme qu'elle ne reverrait plus jamais. Le chagrin était une marée sombre qui montait et descendait en elle, menaçant de la noyer. Le matin se leva enfin, gris et indécis. Un faible ray de lumière se fraya un chemin à travers les persiennes, traçant une ligne de poussière dansante dans l'air de la chambre. C'était un matin ordinaire, et c'est cette normalité qui était la plus grande des violences. Comment le monde pouvait-il simplement continuer? Elle entendit des bruits discrets dans le salon. Sa mère et son frère étaient déjà debout. Ils avaient dû dormir sur le canapé-lit, veillant sur elle comme des sentinelles. La pensée de leur amour silencieux et indéfectible fut le premier rayon de chaleur dans le froid glacial de son cœur. Elle se leva, ses membres lourds et endoloris, comme si elle avait livré un combat physique. En passant dans le couloir, elle vit la robe de mariée, soigneusement pliée par sa mère, posée sur une chaise. L'objet, hier encore un symbole d'espoir et de beauté, lui sembla obscène, un fantôme de tissu blanc occupant son espace vital. Elle détourna les yeux. Sylvie lui sourit tristement en lui tendant une tasse de café fumant. Luc était au téléphone dans un coin de la pièce, parlant à voix basse, le front plissé par la contrariété. « Qui est-ce » demanda Élise. « Le traiteur, la salle, le fleuriste. J'annule ce qui peut l'être, » répondit Luc en raccrochant. Puis le téléphone se mit à sonner de nouveau. Luc regarda le numéro, son visage se durcissant. C'est un numéro inconnu, sans doute un de ces vautours de journalistes mondains qui a eu vent de l'histoire. Il coupa l'appel sans répondre, mais le téléphone sonna de nouveau. Et encore, c'était le monde extérieur qui frappait à la porte, avide de détails, de sang et de larmes. La nouvelle de l'implosion du mariage de la cour Moreau avait dû se répandre comme une traînée de poudre dans le petit monde de la bourgeoisie lyonnaise. Élise se sentit soudain suffoquée. Son appartement, son sanctuaire, était assiégé. Elle prit le téléphone des mains de son frère et l'éteignit. Le silence qui suivit fut une bénédiction. « On s'en occupera plus tard, » dit-elle d'une voix lasse. « Aujourd'hui, je veux juste que tout ça disparaisse. » Son regard se posa de nouveau sur la robe. C'était la première chose qui devait partir. « Maman, où est la housse de la robe ?»« Dans ta penderie, ma chérie. »« Pourquoi ?»« Je vais la donner. » La décision, prise à l'instant, lui parut évidente. La brûler aurait été un geste de haine, la conserver un acte de masochisme. La donner, c'était la transformer. Transformer un objet de douleur en une possibilité de joie pour quelqu'un d'autre. Une inconnue qui n'aurait pas les moyens de s'offrir une telle pièce. C'était un acte de pardon, non pas envers Antoine, mais envers la robe elle-même, et envers le rêve qu'elle avait représenté. Luc et Sylvie échangèrent un regard, mais ne discutèrent pas sa décision. Ils comprenaient qu'il s'agissait de la première étape de sa reconstruction. Plus tard dans la journée, tandis que Luc était sorti faire quelques courses pour leur éviter d'avoir à affronter le monde extérieur, on sonna à l'interphone. Sylvie répondit avec méfiance. « C'est un coursier », annonça-t-elle, perplexe. « Pour mademoiselle Moreau. » Le mot « mademoiselle » résonna étrangement. Quelques minutes plus tard, Sylvie remonta, tenant une enveloppe rectangulaire, épaisse et de couleur crème. Une enveloppe de luxe, scellée à la cire. Le sceau portait les initiales AD, Antoine Delacour. Sylvie la posa sur la table basse, comme si elle pouvait la brûler. « Tu n'es pas obligé de la lire, tu sais. » Élise fixa l'enveloppe pendant un long moment. Son cœur s'emballa. Chaque fibre de son être hurlait de la jeter au feu sans l'ouvrir. À quoi bon? Les excuses, les justifications, les regrets. Rien de ce qu'il pourrait écrire ne pourrait effacer le rire, l'humiliation, la trahison. Pourtant, elle ne bougeait pas.
Une autre partie d'elle-même, une partie curieuse et peut-être encore fragile, avait besoin de savoir, pas pour lui pardonner, mais pour comprendre. Pour clore définitivement le livre, il fallait en lire le dernier mot, même s'il était griffonné par la main du bourreau. Elle prit l'enveloppe. Le papier cartonné était froid et lisse sous ses doigts. Elle sentait le poids des mots qu'elle contenait, des mots qu'Antoine avait dû peser un à un dans le silence de sa propre dévastation. Elle respira profondément. Hier, elle avait combattu pour la vérité de son père. Aujourd'hui, elle devait affronter celle de l'homme qu'elle avait aimé. Lentement, elle brisa le seau de cire. Le petit craquement sec fut le seul bruit dans le salon silencieux. Le seau brisé, elle déplia la feuille de papier épais qui se trouvait à l'intérieur. L'écriture d'Antoine, habituellement si assurée et élégante, était heurtée, presque chaotique, témoignant de l'agitation dans laquelle ces mots avaient été écrits. Il y avait plusieurs pages, écrites recto verso, une longue confession manuscrite. Sylvie se retira discrètement dans la cuisine, lui laissant l'intimité de ce dernier dialogue épistolaire. Élise s'assit dans son fauteuil près de la fenêtre et commença à lire. Élise. Il n'existe pas de mot pour commencer cette lettre. Pardon est un mot trop faible, trop vide pour contenir l'immensité de ma faute. Je ne t'écris pas pour demander ton pardon. Je sais qu'il est impossible à obtenir. Et surtout, que je ne le mérite pas. Je t'écris parce que le silence serait la pire des lâchetés, et j'en ai déjà commis assez pour une vie entière. Je t'écris pour tenter de mettre des mots sur l'innommable, non pour me justifier, car rien n'est justifiable, mais pour que tu saches l'étendue du désastre dont je suis l'unique auteur. Hier, je ne me suis pas seulement effondré à tes pieds, c'est le monde entier dans lequel j'ai grandi qui s'est effondré. Un monde bâti sur l'orgueil, le statut, les apparences et un sentiment de supériorité si ancré en moi que je ne le voyais même plus. J'étais le produit parfait de cet environnement. Un héritier suffisant et aveugle. Quand ma mère m'a glissé ses mensonges à l'oreille, quelques minutes avant de te dire oui, je n'ai pas douté une seconde. Pourquoi ? Parce que son histoire, aussi cruelle soit-elle, confirmait ce que, tout au fond de moi, j'avais toujours été programmé à croire, que les Delacour étaient à la norme, et que ceux qui venaient d'un autre monde, comme toi, ne pouvaient qu'aspirer à nous rejoindre par intérêt. C'était une pensée vile, inconsciente, un préjugé que je n'aurais jamais avoué même à moi-même, mais il était là, endormi sous la surface de mon amour pour toi, et ma mère a su exactement où appuyer pour le réveiller. Je n'ai pas vu une fiancée trahie, mais une calculatrice démasquée. Et j'ai réagi comme l'héritier Delacour qu'on a élevé, en protégeant le nom, la fortune, le statut. Je n'ai pas été un homme, j'ai été le gardien d'un mausolée familial. La révélation sur ton père a fait plus que me donner honte. Elle a pulvérisé la structure même de mon identité. Notre richesse, notre prestige, tout ce qui fondait ma fierté n'était qu'une dette non remboursée à l'homme dont j'étais en train de détruire la fille. Je ne pense pas que tu puisses imaginer l'horreur de cette prise de conscience. C'est comme découvrir que le sol sur lequel tu as marché toute ta vie est en fait un vide immense. Jean-Luc Moreau n'a pas seulement sauvé mon entreprise. Hier, par son souvenir, il a tenté de sauver mon âme, en me montrant ce qu'est la véritable grandeur. En rentrant chez moi hier soir, j'ai eu une confrontation avec mes parents. La première véritable confrontation de ma vie. Les cris, les accusations, mais surtout, le silence final. Mon père est dévasté par la duplicité de ma mère et par ma propre stupidité. Il m'a dit une chose. Ton père n'a peut-être pas sauvé la face, mais celui d'Élise, lui, a sauvé nos vies. Ma mère, elle, reste enfermée dans son déni et sa haine. Je la regarde et je vois mon propre reflet déformé, l'homme que je suis sur le point de devenir si je ne change pas. Et c'est pour ça que je t'écris, Élise, pour te dire que tu m'as involontairement offert la plus cruelle et la plus nécessaire des leçons. En me révélant la vérité, tu ne m'as pas seulement humilié, tu m'as brisé. Et j'espère, du plus profond de mon être brisé, pouvoir me reconstruire en quelque chose de meilleur. Un homme digne du souvenir de ton père. Un homme qui, un jour, peut-être, pourra se regarder dans un miroir sans se haïr. Je ne te demande rien. Aucune réponse. Aucun contact.
Je sais que je dois disparaître de ta vie. C'est ma pénitence, et elle est juste. Je quitte Lyon pour un temps. Je vais travailler dans une de nos filiales à l'étranger, loin de tout ceci, pour essayer de devenir un autre homme. Je voulais juste que tu saches que je pars non pas en fuyant mes responsabilités, mais en les emportant avec moi. Le souvenir de ton visage, au moment où j'ai ri, le poids de la générosité de ton père, ils seront mes compagnons de route. Et peut-être, un jour, deviendront-ils mon étoile polaire. Je te souhaite toute la paix et tout le bonheur que tu mérites, et que je t'ai si brutalement volé. Je te souhaite de trouver un amour véritable, un amour qui sera à la hauteur de la noblesse de ton cœur. Adieu, Élise. Antoine. Élise finit sa lecture, les larmes brouillant les derniers mots. Ce n'étaient pas des larmes de pardon, ni de tristesse. C'étaient des larmes complexes, un mélange de pitié pour l'homme brisé qu'elle devinait derrière ces lignes, et de soulagement. La lettre était une autopsie de leur échec. Antoine avait compris. Il avait tout compris, avec une lucidité impitoyable. Il ne cherchait aucune porte de sortie. Il acceptait sa sentence. Sa confession ne changeait rien à la douleur de la trahison, mais elle lui apportait quelque chose d'inattendu, la clôture. Il n'y avait plus de « et si », plus de questions sans réponse. Leur histoire était terminée, et chacun avait maintenant son propre chemin de reconstruction à parcourir. Lui devait apprendre à devenir un homme. Elle devait réapprendre à faire confiance. Elle replia soigneusement la lettre. Elle ne la détruirait pas. Elle la conserverait, non comme un souvenir de l'amour perdu, mais comme un témoignage de la vérité retrouvée. Une vérité complexe, douloureuse, mais une vérité qui, comme Mathieu Girard l'avait pressenti, finissait toujours par libérer. Elle se leva et rejoignit sa mère dans la cuisine. Sylvie la regarda, anxieuse. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Élise prit sa mère dans ses bras. « Gaïra, maman » répondit-elle, et pour la première fois depuis ce matin fatidique, elle le pensait vraiment. Ça finira par aller. Les jours qui suivirent furent étranges, comme un paysage après un tremblement de terre. Le sol avait cessé de trembler, mais tout était changé, les repères familiers ayant disparu ou s'étant déplacés. Élise navigua dans ce nouveau monde avec une sorte de calme engourdi, protégée par l'amour vigilant de sa mère et de son frère, qui formèrent autour d'elle une forteresse de normalité. Les appels téléphoniques cessèrent après quelques jours. La curiosité du monde s'étant tournée vers un autre drame, une autre histoire. Le scandale de la cour, après avoir brillé d'un feu intense, n'était plus qu'une braise mourante. La première étape pour reconquérir sa vie fut son retour au lycée, où elle enseignait. L'appréhension lui nouait l'estomac le lundi matin. Elle craignait les chuchotements dans les couloirs, les regards apitoyés de ses collègues, les questions maladroites. Elle avait préparé des réponses évasives, un masque d'indifférence, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce fut le silence respectueux qui l'accueillit. Personne ne mentionna le mariage. Ses collègues la saluèrent comme si de rien n'était, lui offrirent un café, lui parlèrent des derniers devoirs à corriger. La directrice du lycée la convoqua dans son bureau, non pour l'interroger, mais pour lui dire simplement « Élise, nous sommes tous très heureux de vous revoir parmi nous. Prenez le temps qu'il vous faudra. » C'était un message clair. Sa valeur professionnelle et humaine n'avait pas été entachée. La vérité, même si elle n'avait été révélée que dans un cercle privé, semblait avoir irradié au-delà, laissant derrière elle une aura de dignité. Ses élèves, eux, furent les plus touchants. Ils ne savaient sans doute que des bribes de l'histoire, mais ils sentaient la fragilité de leur professeur et lui offrirent le plus beau des cadeaux, une attention redoublée, un calme inhabituel en classe. C'est dans leur regard curieux et respectueux, dans la passion de leur parler de Flaubert et de Stendhal, qu'Élise retrouva son ancre. Sa vie avait un sens, un but, bien au-delà des murs dorés de la salle des Cèdres. Quelques semaines plus tard, elle accomplit le geste qu'elle s'était promis. Elle sortit la robe de mariée de sa housse. Une dernière fois, elle la regarda. L'objet était magnifique, une cascade de dentelle et de soie, mais il était chargé d'un poids trop lourd. Avec l'aide de Luc, elle l'emmena à une association caritative du quartier qui offrait des robes de mariée à des jeunes femmes sans grands moyens.
La responsable de l'association, une femme âgée au sourire bienveillant, la prit dans ses mains avec une douceur infinie. « C'est un don magnifique, dit-elle sans poser de questions. Vous ferez le bonheur de quelqu'un. » En laissant la robe derrière elle, Élise sentit une chaîne invisible se briser. Ce n'était plus le linceul de son bonheur perdu. C'était la promesse du bonheur d'une autre. Elle avait transformé la douleur en un acte de générosité anonyme, un geste que son père aurait sans doute approuvé. La vie reprit son cours, tissée de petites joies simples et de moments de mélancolie douce. Il y avait des soirs où le souvenir d'Antoine la poignardait, non pas l'Antoine du mariage, mais celui des débuts, l'homme dont elle était tombée amoureuse. La lettre, qu'elle ne relut jamais mais dont elle connaissait chaque mot par cœur, l'aidait à faire la part des choses. C'était le deuil, non pas d'un homme, mais de l'illusion d'un homme. Un jour, une lettre arriva, cette fois d'un cabinet d'avocats. Elle l'ouvrit avec une certaine appréhension. Elle informait sobrement Élise que l'ensemble des frais engagés pour le mariage, du traiteur au fleuriste en passant par la location de la salle, avaient été intégralement réglés par un tiers anonyme. L'expéditeur était évident. Ce n'était pas Antoine, elle le sentait. C'était son père, un acte de restitution silencieux. La seule façon pour le vieux monsieur de la cour de racheter une part de la dette morale de sa famille. Élise accepta ce geste non comme une tentative de pardon, mais comme la conclusion d'une affaire. Le chapitre était clos, financièrement et émotionnellement. Un dimanche après-midi, alors que les feuilles d'automne tapissaient les allées du parc de la Tête d'Or, de couleurs flamboyantes, Élise sentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle marchait seule, sans but, observant les familles, les rires des enfants, la danse des bateaux sur le lac. Le chagrin n'avait pas disparu, il était toujours là, mais il n'était plus un gouffre menaçant de l'engloutir. Il s'était transformé en une cicatrice fine, une partie d'elle, le témoignage d'une épreuve surmontée. Elle pensa à Antoine, non avec colère, mais avec une sorte de tristesse lointaine. Elle espérait sincèrement qu'il trouverait son chemin, qu'il deviendrait l'homme qu'il aspirait à être. Son bonheur ne dépendait plus du sien. La véritable richesse, celle que son père lui avait laissée, n'était pas sur un relevé de compte. C'était cette force intérieure, cette capacité à marcher la tête haute, même après avoir touché le fond. C'était savoir que la dignité ne s'achète pas, ne s'hérite pas, mais se cultive dans le jardin secret de sa propre conscience. Le temps passa, plissant les jours en semaines, puis les semaines en mois. L'automne céda sa place à la morsure froide de l'hiver lyonnais, puis le printemps revint, timide d'abord, puis éclatant, comme une promesse tenue. Et avec le retour de la lumière, Élise sentit que quelque chose en elle avait aussi fleuri à nouveau, sur un sol pourtant dévasté. Ce n'était pas un bonheur exubérant, mais une sérénité profonde, une joie silencieuse qui prenait sa source non pas dans l'attente de l'avenir, mais dans la pleine acceptation du présent. Un samedi d'avril, elle était assise sur un banc de la place Bellecour. Le soleil tiède caressait son visage et une légère brise faisait danser les pages du roman qu'elle tenait sur ses genoux. Autour d'elle, la place immense bourdonnait de la vie de la cité. Des enfants couraient après des pigeons. Des couples flânaient main dans la main. Des étudiants discutaient avec animation. Autrefois, elle aurait peut-être ressenti un pincement au cœur en voyant ces scènes de bonheur ordinaire. Aujourd'hui, elle les observait avec une tendresse détachée, comme une spectatrice bienveillante. Elle ne cherchait plus sa place dans le tableau. Elle était le tableau. Elle ferma son livre, préférant le spectacle de la vie à celui de la fiction. C'est alors qu'elle l'aperçut. Il traversait la place d'un pas tranquille, s'arrêtant pour regarder la statue de Louis XIV. C'était Mathieu Girard. Il n'était plus en uniforme, mais vêtu d'une simple veste et d'un pantalon de toile. Un homme ordinaire profitant d'un après-midi de printemps. Un sourire sincère naquit sur les lèvres d'Élise. Elle se leva et se dirigea vers lui. « Monsieur Girard ?» Il se tourna et son visage s'illumina d'une reconnaissance chaleureuse. « Mademoiselle Moreau. »« Élise, quelle heureuse surprise. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, » répondit-elle, et la simplicité de ses mots était la plus pure des vérités. « Très bien, en fait. Et vous ?»« La vie suit son cours, » dit-il avec son calme habituel. « J'ai quitté mon poste à la salle des Cèdres peu après l'événement.
Le cœur n'y était plus. J'ai pris une retraite anticipée. Je m'occupe de mon jardin et de mes petits-enfants. C'est un rythme plus apaisant. Ils restèrent un instant en silence, regardant l'agitation de la place. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié comme il se doit, » reprit Élise. « Ce que vous avez fait ce jour-là ?» Il l'interrompit d'un geste de la main. « Je vous l'ai dit, je n'ai été que le messager. La force venait de vous et de lui. » Son regard se fit plus lointain, plus pensif. « Savez-vous, je pense souvent à votre père, surtout depuis ce jour. Il y a une chose que je ne vous ai pas racontée, une chose que lui seul m'avait confiée. La raison pour laquelle il a aidé les de la cour. » Élise le regarda, intriguée. Ce n'était pas seulement par bonté d'âme, bien qu'il fût un homme profondément bon. Il m'a raconté qu'il avait connu le père d'Antoine, Henri de la Cour, quand ils étaient jeunes. Pas personnellement, mais il l'avait vu de loin lors de foires commerciales. Il voyait ce jeune homme ambitieux, passionné par son métier, mais aussi terriblement orgueilleux, terrorisé par l'échec. Et votre père m'a dit cette phrase. Dans son regard, je vois la peur que j'avais moi-même quand j'ai démarré. La peur de n'être pas assez, de déshonorer le nom de son père. On ne devrait jamais laisser un homme bon être détruit par son orgueil. Élise sentit une bouffée d'émotion lui serrer la gorge. Son père n'avait pas aidé un nom, un empire. Il avait aidé un homme, en qui il avait reconnu une part de sa propre fragilité. C'était un acte d'empathie, la plus haute forme de générosité. Alors il a agi, continua Mathieu, en secret pour que l'orgueil d'Henri de la Cour ne soit pas blessé, pour lui permettre de se sauver sans avoir à s'abaisser. C'était ça, la véritable élégance de votre père, la discrétion de sa force. Cette dernière pièce du puzzle illumina toute l'histoire d'une lumière nouvelle. Ce n'était plus une histoire de dette et d'argent, de trahison et de vengeance. C'était une histoire de faiblesse humaine, de fierté mal placée et de la grâce immense d'un homme qui avait su voir au-delà des apparences. Ils se dirent au revoir, peu après, par une simple poignée de main chargée de respect mutuel. Mathieu Girard repartit comme il était venu, un homme juste s'effaçant dans la foule. Élise resta seule au centre de la place immense. Elle leva les yeux vers le ciel d'un bleu infini. Le vent frais du printemps portait avec lui les promesses d'un renouveau. Un fardeau invisible, dont elle n'avait même plus conscience, venait de se lever de ses épaules. Elle se sentait légère. Certaines vérités blessent, se dit-elle. Elles déchirent, elles brûlent, elles laissent des cicatrices. Mais ce sont elles, et elles seules, qui nous libèrent. Elle avait été humiliée, brisée, mais de ses ruines, elle s'était reconstruite, plus forte, plus vraie. L'amour qu'elle avait perdu était une illusion bâtie sur du sable. Celui qu'elle portait en elle, l'héritage de son père, était un roc. Et tandis qu'elle reprenait son chemin, traversant la place ensoleillée, un sourire aux lèvres, elle sut que sa véritable vie ne faisait que commencer. La plus grande des richesses n'était pas un nom, une fortune ou un statut. Elle résidait dans le silence d'une conscience en paix et dans la force tranquille de l'humilité.